merci d'être là. Quelques mots sur cette soirée qu'on a voulu une soirée d'échange avec des médecins, avec des politiques, avec des gens de la société civile, et un débat qui se déroulera tout à l'heure avec les opinions de ces différentes personnes sur le système de santé. Et nous aurons notamment Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui passera à 19h pour nous donner ses premières idées sur le programme de la santé. Nous avons ici également M. Hervé Mariton. Nous aurons normalement Mme Zora Bican aussi qui passera dans la soirée, avec qui nous discuterons. Donc c'est une soirée qui se veut plus couverte, qui se veut un débat parce que la médecine aujourd'hui le mérite. Parce qu'on a écarté depuis maintenant 3 ans du débat, cette problématique qui intéresse tous les Français et qui est au centre des préoccupations des Français. Vous le savez, l'UFML, ce n'est pas un syndicat, c'est une association de médecins, c'est une association de médecins du privé et du public. C'est suffisamment important pour le dire. Nous avons 28% d'adhérents qui viennent de l'hôpital public, mais nous avons également des paramédicaux, nous avons des infirmières, nous avons des kinés, notamment, et je salue ici Didier Lance, qui est le président du syndicat Alizé, et parmi nous ce soir. L'UFML, c'est environ 5500 adhérents, un chiffre en progression, et on est un petit peu l'aiguillon du débat. On nous a présenté souvent comme des agitateurs, on nous a présenté comme des ultralibéraux, on nous a présenté comme des poujadistes, comme des extrémistes, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on manie des idées et que souvent les idées font peur. Pourtant, c'est notre rôle que de manier les idées et c'est notre rôle que de secouer l'arbre pour qu'enfin, il en tombe des fruits. Parce qu'encore une fois, le système de santé, si vous êtes là, c'est que vous en êtes persuadé, le système de santé français va mal, va même très mal, et ça dans toutes ses composantes, qu'elles soient composantes libérales ou qu'elles soient composantes publiques. Nous avons un système qui est en train de tomber, et on ne peut pas, nous médecins, nous soignants, laisser tomber le système de France, qui était un exemple pour le monde. Et on a voulu faire cette soirée au Val-de-Grâce parce que le Val-de-Grâce est un lieu éminemment symbolique. Parce que sans Val-de-Grâce, d'abord, il n'y aurait pas de politique. Parce que pendant des années, les politiques se sont fait soigner au Val-de-Grâce. Donc c'est un symbole, premier titre. Deuxième titre, ce Val-de-Grâce est un temple de la médecine. Et ce temple de la médecine est en train d'être transformé en temple administratif. Quel symbole! Quel symbole! Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. Alors on a fait effectivement, on a produit un livre qui s'appelle Résiste, point d'exclamation, histoire d'un combat, 3 points de suspension à poursuivre, parce que le combat ne s'arrête jamais en matière médicale. C'est un recueil de textes qui court de 2013, février 2013 jusqu'à janvier 2016 et qui montre combien l'UFML avait compris la transformation du système et l'avait annoncé. Et pourquoi on l'avait compris, pourquoi on l'avait annoncé? C'est assez paradoxal, mais justement parce que nous sommes faits de médecins qui ne sont pas nécessairement des médecins qui viennent du monde politico-syndical. On a su intéresser à la problématique des médecins, des jeunes, et vous savez que la profession est une profession vieillissante et que dans les syndicats, bien souvent, les gens sont le reflet de cette profession et sont aussi vieillissants, et c'est pas du tout péjoratif de dire ça. Nous, on a beaucoup de jeunes, et on a beaucoup de femmes aussi. On a beaucoup de médecins, femmes et de paramédicaux, femmes à l'UFML, et c'était assez amusant en midi quand je suis arrivé. On était dans un restaurant à côté, il y avait 95% de femmes. On était 12, il y avait 2 hommes. Ça, c'est quand même assez pathognomonique aussi. Tous ces gens, donc, qui n'étaient pas de ce creuset-là, ont su amener un regard neuf. Et en amenant un regard neuf, ils ont su prévoir l'avenir. Et si vous prenez le livre et que vous lisez les 10 premières pages, vous serez étonné de voir qu'en février 2013, déjà, tout était écrit. Tout ce qui s'est passé ultérieurement était écrit. Que ce soit l'accord national interprofessionnel, que ce soit les réseaux de soins, que ce soit la financiarisation des soins et sa marchandisation, que ce soit la perte de liberté et d'indépendance des médecins, tout était écrit et annoncé.
Et nous avions su faire le lien entre les forfaits, la rémunération sur l'objectif de santé publique. Vous savez que les médecins ont une part de la rémunération forfaitaire sur indicateur, et donc une première perte en quelque sorte de liberté, puisqu'on leur édicte une certaine pratique qu'ils doivent respecter. Nous avions fait ce lien avec la partie contrat d'accès aux soins et avenant 8, avec la partie réseau de soins, avec la partie accord national interprofessionnel, et ces quatre choses ne pouvaient amener qu'une seule chose, c'était la loi de santé. C'était la loi de santé que nous avons expliqué, réexpliqué, re-expliqué, en essayant de sortir ce que tout le monde mettait en avant, qui était le tiers payant généralisé et qui a été un petit peu comme à la corrida, la mouletta, qui a attiré le regard de tout le monde et qui a masqué la vraie problématique de la loi de santé. La vraie problématique de la loi de santé, elle était tout simplement dans ses premières lignes, dans l'article 1. En une phrase, l'État est responsable de la politique de santé. Alors qu'auparavant, l'État était responsable de l'évaluation de la politique de santé. On a enlevé un mot et on a tout changé. Et ça, on a essayé de le dire. Et on a dit attention, attention parce qu'on touche au sein des saints. On touche au socle même de la médecine. On touche aux valeurs médicales. On touche à l'indépendance et à la liberté des médecins. On touche à la liberté de soigner et d'être soigné. Ce qui veut dire qu'on touche à la liberté des médecins et donc, de fait, on touche à la liberté des patients. On a alerté les politiques, certaines ont compris. Certaines ont compris et on a pu voir lors des débats à l'Assemblée nationale un certain nombre de choses que l'on disait être repris dans l'hémicycle, en particulier par M. Luton, par M. Mariton, par Mme Laurence Arribagé, par Bernard Accoyer, et j'en passe, M. Philippe Vigier. Il y a eu un certain nombre de politiques donc, qui ont compris les choses. Et vous serez surpris de savoir que même à gauche, en aparté, quand vous discutez avec un certain nombre de responsables, ils vous disent cette loi de santé c'est une connerie. Mais vous comprenez, on ne peut pas aller contre. Donc un grand nombre de responsables ont compris. Mais on n'est certainement pas allé assez loin parce qu'aujourd'hui cette loi est en place et qu'il faudra, d'une façon ou d'une autre, l'abroger, la remplacer, la retravailler, la changer. Et pour ça, il va falloir une seule chose qui aujourd'hui n'existe plus, a été laminée, c'est la confiance. Si l'on ne retrouve pas ce terreau de confiance avec les professionnels de santé et avec les patients, on n'arrivera à rien. Et pour arriver à retrouver ce terreau de confiance, il faut que l'on recrée un véritable partenariat. C'est-à-dire que le politique ne doit pas nous dire « vous inquiétez pas, la loi de santé, on va la réécrire ». Non, ils doivent nous dire « on va la réécrire, mais avec vous. On va aller vous voir, on va prendre un an, on va prendre 2 ans, on va faire des états généraux, on va discuter, on va tout remettre à plat, et là on va avancer et on va donner à la France le système de santé qu'elle mérite. » Alors, nous on a fait effectivement ce qu'on a appelé un New Deal pour la santé. On a discuté avec des journalistes il y a quelques minutes. Ce sont des propositions qui sont décoiffantes, ce sont des propositions qui peuvent être considérées comme utopiques pour certaines, mais ce sont des propositions qui ont le mérite à la fois d'exister et à la fois de montrer que sans doute pour changer les choses, il va falloir tout recommencer. Parce que si on continue à penser que tout doit partir d'en haut, on continuera à avoir des échecs, on continuera à faire une politique du chien crevé au fil de l'eau, une politique où l'on fait des rustines, où l'on met des rustines sur un pneu rechappé, tellement rechappé qu'il menace d'éclater, et on continuera à aller à l'échec. On l'a fait en 6 points. On a fait l'organisation interne de la santé. L'organisation interne de la santé, ça comprend toute l'organisation du soin, la gouvernance du soin, la façon d'appréhender la médecine. Je vous donne quelques exemples. On a pu parler ces derniers jours, par exemple, de l'éviction des jeunes médecins, internes, chefs de clinique, remplaçants, syndicats de jeunes médecins, externes, de leur éviction de la convention qui régit l'organisation de la profession. On les avait invités à la première réunion et ils n'y ont plus été. Nous, à notre sens,
on doit intégrer les jeunes dans toutes les missions, toutes les organisations qui président à l'organisation de la profession. On ne peut pas faire sans les jeunes, parce qu'ils sont l'avenir de la médecine, parce qu'ils manquent cruellement, parce qu'il y a un problème démographique, parce qu'aujourd'hui, ils ont peur de s'installer. Vous savez qu'il y a 9,7% de jeunes médecins qui s'installent au sortir de la faculté, que 26% des médecins vont partir à la retraite dans les années qui viennent et ne seront pas remplacés, et que le problème démographique va s'aggraver si on n'arrive pas à expliquer aux jeunes ce qu'est la médecine libérale et si on ne leur donne pas les outils pour avoir une pratique qui soit tout à fait réalisable. Ce qui n'est pas aujourd'hui. Pour qu'elle soit réalisable, cette pratique, il faut que l'on reconnaisse la valeur de l'acte médical. Vous savez que l'acte médical aujourd'hui, la valeur de base est à 23 €. Vous savez que c'est le plus bas niveau européen. Il n'y a que Malte, globalement, qui est derrière nous. La moyenne européenne est à 45 €. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Les médecins ne peuvent pas avoir un secrétaire, ne peuvent pas avoir d'outils convenables pour avoir une pratique moderne de la médecine. Si vous prenez des pays qui sont autour de la France, si vous prenez par exemple l'Allemagne, les médecins en Allemagne ont des échographes, des radios, secrétaires, infirmières qui bossent avec eux, etc., etc. Ils peuvent rémunérer une certaine catégorie de personnel. En France, ils ne peuvent pas. Et on ne peut pas continuer à accepter de voir petit à petit la médecine s'étioler. Je reviens rapidement à l'organisation interne et à la gouvernance. J'en parlais en préambule tout à l'heure, Val-de-Grâce qui se transforme en administration. On ne peut pas accepter que dans le public comme dans le privé, au jour d'aujourd'hui dans le monde de la santé, l'administration ait tous les droits. Nous, on demande que le partenariat soit renforcé de telle façon que dans chaque union, mission, organisation qui préside à l'organisation de la profession, un droit de veto soit donné à 3 partenaires: l'administration, les médecins et les patients. Ça obligera ce monde à s'entendre, y compris dans les établissements de soins publics comme privés. Droit de veto, administration, représentants des médecins. Et on avance ensemble. Si on continue à imposer des choses, le système se cassera la gueule. On est obligé de regarder l'état du système aujourd'hui, et encore une fois, cet état n'est pas bon. Cet état n'est pas bon. Dans les territoires de santé, on en vient à la problématique des déserts, qui est ô combien prégnante dans notre pays. Vous savez qu'il y a 3 types de déserts: les déserts ruraux, l'hyper-ruralité, zones abandonnées souvent par l'État, plus de services publics, plus d'écoles, plus de commerce, et souvent une solution palliative qui est de dire, ma foi, on va obliger les médecins à s'installer, puisqu'il n'y en a pas, les gens vont mourir, il faut les obliger à y aller. Échec. Échec assuré. Donc ce que l'on dit, nous, c'est qu'on doit renverser la pyramide. La solution ne doit plus venir d'en haut. La solution doit venir de ceux qui rencontrent les déserts et qui les vivent. Les maires, les présidents de communautés de communes, les médecins et les patients, qui doivent se réunir et qui doivent trouver des solutions. Alors bien évidemment, on ne peut pas écarter la partie rémunération. Cette partie rémunération, elle doit être amenée au niveau de la moyenne européenne. On doit avoir 2 types d'actes. Un acte normal qui est la moyenne européenne et la possibilité de l'horaire complémentaire en fonction de la difficulté de consultation, de sa multiplicité d'actes au sein de la même consultation, de sa difficulté, de la pathologie rencontrée, etc., etc. Et on doit avoir des honoraires sociaux, qui eux sont sans honoraires complémentaires, bien évidemment, pour tout ce qui est personnes en difficulté économique, CMU, ACS, AMU. Pour ce qui est des déserts ruraux, on pense qu'il faut mettre en place un plan sur 3 ans, un plan d'urgence, pour éviter que les gens aient peur de vivre. Parce que je vous garantis qu'actuellement, dans certaines zones territoriales, les gens ont peur de vivre. Et comme le dit très justement Alexandre Jardin, c'est bien le minimum que de faire que les gens qui paient l'impôt n'aient plus peur de vivre. Et pour qu'ils n'aient plus peur de vivre, il faut qu'il y ait un creuset sanitaire à portée de ces gens-là et qu'ils n'aient plus peur de rentrer dans la maladie et d'avoir une perte de chance. Donc, on dit que dans l'hyper-ruralité,
Les honoraires des médecins doivent être portés à hauteur des honoraires de garde, et l'ensemble des patients qui vivent sur les zones qui ont été désertées par l'État doivent être en ALD. Alors ça, évidemment, ça va hérisser le politique qui va se dire, mais comment on paye? Mais nous, on leur répond, mais si vous faites ça, vous maintenez la population, vous maintenez les écoles, vous développez les commerces, et vous avez une création de richesse. Et vous avez un retour fiscal aussi. Donc, globalement, ça ne coûte pas très cher. C'est 600 médecins sur le territoire. 600 médecins pour l'hyper-ruralité, c'est pas très cher. Pour les centres-villes onéreux, encore une fois, on ne peut pas imaginer que les médecins s'installent et qu'ils ne puissent pas faire face aux charges imposées par la vie. Vous savez que le premier désert médical, c'est Paris. Donc il va falloir revoir les actes médicaux. Et pour les banlieues dites difficiles, où les médecins se font agresser, il va falloir qu'il y ait une vraie politique de la ville. Donc c'est un plan Marshall pour les campagnes, une vraie politique de la ville. Et tout ça doit marcher de concert. Et c'est un plan sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans. Mais il ne peut se faire que main dans la main avec les partenaires qui doivent être les médecins et les patients. Tu peux tourner. L'indexation, mais bien évidemment, les actes médicaux doivent être indexés sur le coût de la vie. Vous savez qu'ils ne le sont pas du tout. Et que si les médecins actuellement demandent 25 € parce que c'est une équité tarifaire, parce que les médecins généralistes n'ont pas bénéficié de cela par rapport aux spécialistes, vous savez que même si on augmentait la consultation à 25 €, ça serait ramené, si l'on lisse cela, ça serait ramené au tarif de la consultation à hauteur de celle de 2002. Donc c'est pas vraiment une augmentation, c'est rien du tout. Donc, indexation sur le coût de la vie. Ondam. Pourquoi on pense qu'il faut sortir l'enveloppe tarifaire de l'Ondam? Objectif national des dépenses d'assurance maladie. On fait payer aux médecins le mauvais état de la sécurité sociale qui n'est pas dû aux médecins, en tout cas pas dû qu'aux médecins, qui est dû à l'ensemble d'une politique. Et comme on sort de l'Ondam, qu'est-ce qu'on dit aux cliniques, qu'est-ce qu'on dit aux médecins? On ne peut pas vous augmenter parce que sinon on dépasse l'enveloppe. Et on maintient les gens à 23 €. Les jeunes s'en vont. Je disais, quand on a fondé l'UFML, c'était il y a 4 ans. En 4 ans, on a vu partir près de 400 médecins à l'étranger. Près de 400. Dossier pour le Canada, dossier pour la Suisse, dossier pour l'Angleterre, dossier pour l'Allemagne. Les jeunes s'en vont. Parce que les jeunes n'ont pas du tout l'esprit casanier que l'on pouvait avoir. Moi, j'ai 51 ans. Mon horizon se limitait à mon village ou ma ville. Moi. Jamais j'aurais imaginé partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, un jeune qui sort de la fac, il s'en fout. Il part. S'il ne peut pas exercer la médecine, s'il ne peut pas utiliser les outils qu'on lui a mis dans les mains quand il était à l'hôpital public, et il s'en va. Et on va le perdre. Donc, sortie l'OTAN. Tu passes à la place. Bon, gouvernance, j'en ai parlé. Syndicalisme. On a à la fois deux problèmes dans le syndicalisme. Un problème qui nous concerne particulièrement, qui est un problème éthique et d'honneur et de valeur. Vous savez qu'il y a une enveloppe tarifaire, dite enveloppe pour la formation des cadres, qui n'est pas rien, qui va quand même chercher jusqu'à 1 million d'euros par an pendant 5 ans, qui est versé au seul syndicat signataire. Si vous connaissez un conflit d'intérêts plus grand, moi je ne connais pas. Donc, première chose, on dit, il est normal que les syndicats soient financés, en partie, parce qu'il faut une représentation syndicale dans ce pays, mais il n'est pas normal que ce financement soit lié à signature. Donc ça, on le vire. Deuxième chose, développer le syndicalisme. Développer le syndicalisme, ça veut dire demain, sans doute, probablement, alors évidemment, ça rejoint les syndicats salariés, etc., mais sans doute faudra-t-il étudier la possibilité d'un syndicalisme obligatoire dans ce pays, justement pour que les syndicats s'autofinancent et qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts, et surtout, parce que la dilution amène la discussion. C'est la problématique de l'Allemagne. En Allemagne, le syndicalisme obligatoire, les gens discutent. En France, syndicalisme non obligatoire, très peu de syndiqués, il n'y a que les jusqu'au-boutistes qui sont dedans. Et on n'avance pas. Donc il va falloir réfléchir à ça aussi. Tu peux tourner. Transparence des organismes de financeurs de soins. Alors oui, évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui, la convention se discute entre les syndicats, l'État, les partenaires sociaux, que sont l'assurance maladie et l'UNOCAM.
Sur les 4 partenaires, il y en a un qui a des règles qui sont différentes des autres. Ça, c'est pas acceptable. L'assurance maladie a des comptes publics, les médecins, je crois, ont des comptes publics, l'État est tout à fait public, et les partenaires de l'UNOCAM n'ont pas des comptes publics. Donc il va falloir très certainement qu'il y ait des audits de faits réguliers et que la publication des comptes des financeurs soit faite. Les réseaux de soins, je vois ici Frédéric Bizarre, vous savez qu'il a avec comment s'appelle-t-il, député de Nord-Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle. Il a poussé une proposition de loi qui vise à interdire les réseaux de soins. On le soutient totalement parce que les réseaux de soins sont l'antithèse de l'éthique et des valeurs de la médecine, puisque c'est la même mise de la finance sur les pratiques médicales et sur les patients qui deviennent uniquement des objets de rapports financiers et les médecins des lignes de bilan comptable. Ça, c'est pas acceptable. La fiscalité, alors ça c'est un petit peu ébouriffant. Nous on dit qu'il faut que l'on institue dans la santé une économie circulaire. Parce qu'on s'aperçoit que l'UNOCAM, les complémentaires, etc. ont toute une part d'évasion en quelque sorte financière qui part dans le sponsoring du Vendée Globe, dans les courses, dans les publicités à la télé, etc. Il y a un régime prudentiel qui aujourd'hui est de 3 pour 1, ce qui n'est pas acceptable. Ça veut dire que quand vous versez 100 € à une mutuelle, il revient 50 € aux soins et le reste s'évade. Donc on dit que pour donner l'exemple, les médecins, les pharmacies, les biologies, les radios, les cabinets de radiologie, les cliniques, toutes les entreprises qui bénéficient d'un financement par l'assurance maladie paient l'impôt et doivent avoir, au prorata des impôts qu'ils payent, un retour direct sur l'assurance maladie. Économie circulaire. Loi de modernisation de la santé, ça ne vous étonnera pas si on demande son abrogation, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Intégration des nouveautés technologiques au service de la santé, ça c'est très important. Très important. Bon, secret médical et dossier médical informatisé, je glisserai vite dessus. Si vous nous connaissez, vous savez qu'on est vent debout contre la perte du secret médical et les atteintes au secret médical que donne le dossier médical partagé tel qu'il est institué dans la loi de santé, et surtout la base de données patients, où sont dedans agrégées à la fois les données fiscales, les données sociales, les données de maladie, et qui vont pouvoir être exploitées par des sociétés privées, si tant est qu'elles puissent prouver qu'elles ont un intérêt public à l'exploitation de ces données. Le gap est large, c'est extrêmement dangereux, on est tout à fait contre ça. Mais surtout, on voit quoi? On voit qu'on connaît aujourd'hui la plus grande révolution de la médecine, que la médecine ait connue depuis ces 50 dernières années. La plus grande révolution. Et ce que cette révolution a de particulier, c'est qu'elle abolit les frontières. Elle abolit les frontières et elle donne le pouvoir à des consortiums financiers tellement importants qu'ils peuvent avoir un chiffre d'affaires équivalent à des PIB de petits pays africains. Je pense à Google, je pense à Amazon, je pense à Facebook, je pense à ce qu'on appelle les GAFA, qui aujourd'hui mettent des milliards et des milliards de dollars dans la santé et qui demain vont prendre la main sur le système. On ne peut pas accepter cela sans qu'il existe un droit d'ingérence éthique internationale. La seule chose qu'on pourra opposer aux masses financières, c'est l'éthique. Et aujourd'hui, ça n'y est pas. Et je reviens à la formation et aux étudiants, et j'en conclurai par là, parce que j'avais commencé par là. Nous croyons qu'il faut impérativement que l'on revoie la formation des jeunes et que l'on intègre dans les facultés, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies, toute cette problématique éthique, mais également tout ce qui est développement durable en santé. Ça n'est pas fait. Vous savez qu'aujourd'hui, la santé est un des milieux qui pollue le plus. Et on n'étudie pas ça. Et c'est bien le minimum que de mettre ça en avant. C'est-à-dire, nous qui soignons, on ne peut pas accepter que l'on ne donne pas aux étudiants en médecine toute une part d'études sur l'écologie médicale. Donc ça, on veut aussi le mettre en place. On veut intéresser les étudiants à la vie publique. On veut envoyer les étudiants donner des cours de santé publique et d'éducation thérapeutique à la population dès la 4e, 5e année. Ça les fait sortir, ça les investit, ça les responsabilise. Il faut ouvrir les facs. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup de propositions, c'est beaucoup de choses qui sont décoiffantes et ébouriffantes. Et on a pris comme idée l'an 01 de GB. L'an 01 de GB, c'était un film
qui était sorti en 1973 et qui disait, je laisse passer le film, je vous On nous explique. dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dans ma tête. Voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est faisons un pas de côté plutôt que faire un pas en avant et ayons une autre vision des choses. Si on n'arrive pas à avoir cette autre vision des choses, on ne verra jamais ce qu'on ne voit jamais. Je vous remercie. Je vais passer tout de suite la parole parce que je crois qu'elle était prise par le temps. Ah, alors, peut-être Hervé Mariton d'abord. Comme tu veux d'abord. Alors Hervé Mariton, qui, vous savez qu'on veut cette soirée comme les soirées des